Je recommence. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Faten m'a fait l'honneur de me demander que je sois la marraine de cet événement, que j'ai accepté bien évidemment immédiatement. Cet événement en fait il est pour vous. Donc surtout n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous poser des questions à la fin des sessions. On va essayer de vous mettre en lumière toutes les opportunités que va donner en fait l'impulsion sous prétexte, entre guillemets, des JO 2024, qui est un événement planétaire et qui va ouvrir toutes les possibilités et tous les champs des possibles, de différentes formations, de différents métiers dans le monde du numérique et de la cyber. Là, vous allez la chance d'avoir énormément de professionnels, soit des représentants d'administration, soit des entreprises, soit des élus, des régions, etc. Vous avez également l'occasion et l'opportunité d'aller voir un certain nombre d'ateliers et de présentations dans le hall où vous trouverez des entreprises, mais également la porte-parole de la gendarmerie nationale, la porte-parole de la police nationale, qui vont pouvoir vous présenter en fait différents métiers que vous ne connaissez pas. Ça vous changera de la vision que vous pouvez avoir de ce type d'institution. Métiers, formation, accompagnement dans le domaine du numérique et de la cyber. Il faut savoir que tout est très stéréotype jusqu'à présent, je pense qu'on en est tous conscients. Et cette opportunité des JO et de cette pénurie de talents, alors moi j'aime pas forcément le mot talent, mais plutôt de compétences, va permettre de donner un souffle à des personnes qui pensaient que l'accessibilité ou l'accession à certains métiers, c'était pas pour eux. Là, on va pouvoir vous montrer avec des parcours inspirants et des rôles modèles. Parfois, vous avez des parcours très typiques et parfois des parcours atypiques. Et c'est ce qu'on avait essayé de mettre en lumière pour que vous puissiez vous identifier, trouver une résonance et vous donner l'impulsion pour oser. On parlait d'audace en fait sur la thématique des 3 tables rondes et c'est vraiment oser. Vous êtes votre propre acteur et là, on est là, comme je vous le disais, pour vous, pour votre avenir, pour vous accompagner et surtout donner des réponses à des questions. Et même si vous pensez parfois que tout est déjà joué d'avance, je peux vous assurer, moi-même pour avoir un parcours complètement atypique, que tout n'est pas joué d'avance. Je vais me donner la parole à Selma. Bonjour à tous, merci aussi de me donner l'occasion de mettre en avant les élèves du collège Albert Camus. Alors Salima Goujdat, principale du collège Albert Camus à Brunois. Je suis là pour évoquer la classe défense du collège Albert Camus. Juste un petit rappel, une classe défense a été mise en place au collège Camus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça résulte du protocole interministériel de 2016 suite aux attentats de 2015. Donc l'objectif d'une classe défense, c'est de mettre en avant la défense et de faire en sorte qu'il y ait un vrai rapprochement jeunesse-défense. En ce qui nous concerne au Collège Camus, on a mis un partenariat en place avec le SMV, c'est le service militaire volontaire de Brétigny. Je vous ai ramené, parce que quand on met en place un partenariat comme celui-ci, on reçoit ce drapeau du service militaire volontaire de Brétigny, et c'est avec eux que nous avons fait tous nos échanges et tout notre partenariat avec les élèves. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent les jeunes ne connaissent pas l'armée, ne connaissent pas la défense, et en l'occurrence le service militaire volontaire de Brétigny, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il s'occupe de la réinsertion des jeunes qui sont en décrochage scolaire et qui leur permettent d'obtenir un permis de continuer leurs études. Au-delà de ça, ce qui est vu le contexte international, la classe défense est une classe très importante pour les élèves. On salue les valeurs républicaines, celles du citoyen. Et nous avons mis en place cette classe pour la première fois dans cet établissement l'année dernière. Ici, j'ai une élève qui s'appelle Andrea Arvat, élève en seconde cette année au lycée Rosa Parks, qui a participé à la classe défense. Et alors moi, je pourrais dire plein de choses sur la classe défense, sur le lien jeunesse-armée, mais elle va le faire mieux que moi. Ce que je voulais rajouter aussi, mais d'un point de vue plus institutionnel, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 12 000, les classes défense concernent 12 000 élèves en France, 500 classes et seulement 20% dans les quartiers prioritaires de la ville. Alors comme je suis ici, je passe un message aussi aux politiques et aux autres personnes qui sont là, personnes ministérielles, ce sont ces territoires qu'il faut aussi investir. Il faut investir ces territoires,
car dans le collège Albert Camus, on a 37,3% élèves issus des quartiers prioritaires de la ville qui ne connaissaient pas le monde de la défense et qui ne pensaient pas pouvoir l'investiguer. Donc Andrea, si tu peux venir, et je vais te donner la parole. Je rappelle aussi que la classe défense du collège Albert Camus a gagné le premier prix des classes de France de toute l'Île-de-France l'année dernière, alors que c'est la première fois que nous l'avions mis en place, et que c'est le gouverneur militaire de Paris qui leur a remis le prix. Je te cède la parole, Andrea. Tout d'abord, bonjour, je m'appelle Andrea, je suis une élève de seconde au lycée Rosa Parks. L'année dernière, j'ai eu la chance de participer à l'expérience classe défense. Ça a été une réelle expérience parce que déjà notre classe a gagné beaucoup en maturité, car notre classe de base a été très perturbatrice et aucune maturité dans la classe. Et grâce à ça, on a su gagner en maturité. On a fait beaucoup de sorties et d'activités comme le mémorial de la Shoah. On a aussi gagné du coup le concours classe défense et on a su apprendre le monde de la défense comme l'armée par exemple et ça nous a enlevé tous les préjugés qu'on a pu avoir et du coup voilà. Bonjour à tous, donc, pour me présenter, moi je suis Lionel Klein, je vais animer cette table ronde sur la cybersécurité en France, défis et solutions face au manque de ressources. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, en France, c'était 15 000 postes non pourvus et dans le monde, les entreprises et gouvernements et administrations au niveau monde souhaitent recruter 3,5 millions de personnes d'ici 2025. Donc il y a des réelles opportunités. Et donc voilà, la cybersécurité, c'est très large. Et donc on va essayer de vous donner envie aussi de rejoindre ce secteur qui n'est pas que pour des gens, pour des geeks, entre guillemets. Et donc voilà, donc je propose que chacun se présente très brièvement en un peu moins d'une minute. Et puis ensuite on passera aux échanges. Comme le micro passe par moi, et Faten va s'en douter, je voulais juste ajouter aussi que le Collège Camus a participé au hackathon, justement, cyberdéfense, organisé par l'Académie de Versailles l'année dernière. Voilà, important de sensibiliser les collégiens face aux dangers. Voilà. Merci. Alors, bonjour à tous, une minute, donc Pauline Dubois-Graffin, désolée le nom est long, mais du coup j'ai courte, je suis experte en politique et relations publiques. Et Europe. Aujourd'hui, je suis à Bruxelles, donc je vous donnerai un petit peu une perspective européenne. Et voilà, j'ai un parcours très très atypique, donc vous pourrez aussi normalement venir me voir à la fin, il n'y a aucun problème. Bonjour à tous, donc je me présente Olivier Kellerman, moi je suis directeur d'événements aujourd'hui en cyber. Il n'y a pas que des métiers techniques, on a aussi des personnes qui font de l'événementiel dans de la cyber, que ce soit sur de l'emploi, sur des aspects business ou sur d'autres dispositifs en lien avec les femmes aussi, puisque c'est à peine 8% aujourd'hui des personnes en entreprise et c'est un enjeu majeur de développement. Et donc on a aussi dans la partie événementielle notre jeu, notre mot à dire et notre action à faire pour essayer de favoriser l'emploi et favoriser les profils au sein des entreprises. Bonjour, donc à nouveau Séverine Meunier. Alors moi je travaille chez Airbus dans une entité défense et espace sur la partie renseignement entre autres. J'ai plusieurs casquettes, je suis un peu un couteau suisse, je vous disais que j'avais un profil atypique mais c'est clair, c'est exactement ça. Je suis également officier de réserve au Com Cybergend, donc vous avez un représentant qui vous parlera un peu plus en détail. Donc sur la partie trace, enquête, etc. Enfin, en tout cas remontée d'informations. J'ai également, je suis au conseil d'administration de Women for Cyber pour la France et également membre du CEF6, donc qui sont deux associations pour la promotion des femmes, pour les métiers du numérique, de l'IT et ce genre de choses. Mais il y a également des hommes qui sont présents dans l'association. Le principe, c'est pas un clivage homme-femme, bien au contraire, on embarque tout le monde. Et je suis également représentante et directrice générale de l'Association nationale cybervictimes, et on pourra en parler un petit peu plus longtemps, comme vous le disiez, sur tous les risques cyber inhérents, soit en tant que personne qui peut harceler, ou personne victime, ou en tout cas, à la limite, parfois, peut-être
dépasser. Voilà. Merci Séverine. Bonjour à tous, Pierre-Yves Kignotti, moi je suis officier de gendarmerie au ComCyberGen, c'est le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Moi je travaille sur les organisations cybercriminelles et les organisations criminelles qui utilisent les technologies numériques pour arriver à leur fin. L'idée pour moi c'est de localiser, identifier, interpeller ces individus. Et donc pour ça j'ai des équipes qui, parmi lesquelles j'ai effectivement des geeks, mais j'ai aussi plein d'autres profils, des juristes, des linguistes, des communicants pour mener des actions qui sont liées à l'investigation, à la prévention, à la recherche du renseignement, à de la coopération aussi internationale, parce que le cyber n'a pas de frontières. Donc toute cette diversité de profils qui fait finalement la richesse de la réflexion et la richesse de notre impact face à cette cybercriminalité. Et naturellement, je me tiens à votre disposition. Bonjour à toutes et à tous, je suis Johan Espégel, directeur Île-de-France d'une école qui s'appelle Simplon. Donc nous on est une école un peu particulière parce qu'on est une école de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc on forme à plusieurs métiers du numérique et notamment au métier de la cybersécurité, donc au métier technique, je précise, de la cybersécurité. Et nous, notre objectif là, dans le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de démontrer que oui, les opportunités, elles sont nombreuses offertes par la cybersécurité, elles peuvent profiter à toutes et à tous. Elles peuvent. Donc j'essaierai de donner quelques éléments un peu concrets. Je pense que c'est ça aussi qui vous intéresse, pour vous dire dans quelles conditions on peut rejoindre ces carrières-là quand on part peut-être un peu plus loin que les autres, qu'on n'a pas la possibilité, l'envie, le souhait d'aller jusqu'à des écoles d'ingénieurs. Donc voilà, j'essaierai d'avoir des exemples assez concrets et pareil, vous pouvez venir me voir à l'issue de la conférence. Bonjour à tous, Véronique Le Tyran, je suis ici à titre d'élu de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc je suis également chef d'entreprise, j'ai mon cabinet de courtage spécialisé en risque financier, donc forcément tout ce qui touche à l'argent dans les entreprises, donc des gens malveillants qui essayent de récupérer des fonds, forcément c'est quelque chose qui nous interpelle. Au titre de la CCI, on est motivé et très soucieux de la bonne vie de nos entreprises, donc on organise assez régulièrement, on essaye le plus souvent possible pour motiver les patrons et les salariés de faire attention à tout ce qui est risque cyber. Voilà, à suivre. Bonjour tout le monde, donc je suis Guillaume Crépin et je suis le délégué Île-de-France, pour la région Île-de-France de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est l'autorité nationale en matière de cybersécurité pour la France et qui est rattachée au service de la Première ministre, au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Donc nous sommes le volet cyber de la sécurité française et nous pilotons les stratégies nationales et internationales de la France en matière de cybersécurité. On aura peut-être l'occasion de parler de tous les métiers qu'on peut couvrir et tous les accompagnements qu'on peut faire en termes de formation. Merci à tous pour ces présentations. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Donc on a bien compris qu'il y avait un manque de ressources en France. Et du coup, comment les entreprises peuvent-elles se préparer à l'augmentation des risques, notamment aujourd'hui avec l'IA générative qui se développe énormément. Donc il y a une augmentation des risques et des cyberattaques et des cybercriminels. Donc comment les entreprises se préparent-elles à ces augmentations et face à ce manque de ressources, parce que forcément il y a des équipes, mais elles sont vite débordées. Donc Séverine, tu veux peut-être prendre la parole dessus ? Alors je peux commencer en effet. Alors pour les grosses entreprises dans lesquelles je travaille, de toute manière il n'y a qu'une règle, c'est l'entraînement, la simulation ou autre, pour être opérationnel le jour où ça arrive. Former les personnes, identifier les failles et les combler, le cas échéant. Moi j'ai plus de crainte en fait pour les structures un petit peu plus petites, qui ne sont pas forcément accompagnées ou qui n'ont pas forcément le budget ou autre, avec des directives et des obligations qui sont légitimes, mais qui entraînent un certain nombre d'accompagnements. Et M. Crépin, je pense, en parlera un peu plus. Et puis surtout, dans le cadre de cette pénurie en fait, de compétences, ce que l'on prône, en fait, c'est vraiment, ça peut être la reconversion, l'insertion, la formation, et ce genre de choses pour combler et ne pas avoir, c'est ce qu'on disait, que des ingénieurs Bac plus 12 qui parlent 7 langues, c'est très bien, mais c'est pas ce que je cherche. Donc voilà, moi je suis plutôt dans le faire plutôt que dans le dire, et avec des gens qui sont opérationnels. Et donc pour répondre à différentes attaques qui sont complètement polymorphes, qui vont être initiées par différents types de profils, ce que je souhaite avoir en face de moi, ce sont des profils aussi différents, plutôt que de cocher une simple case dans un bon cadre, stéréotype, etc., etc. Moi, on peut se permettre cette partie-là, parfois c'est pas
toujours le cas. Et donc il y a beaucoup de programmes de mentorat, de coaching, d'accompagnement, d'intégration et de jeunes qui sont parfois où c'est compliqué parce que si on n'a pas de réseau pour avoir les stages, etc., c'est difficile. Et c'est là où en effet les administrations et d'autres entreprises en font justement une de leurs feuilles de route pour accueillir et former un certain nombre de jeunes. Pierre-Yves, peut-être ? Oui, avec plaisir. Moi, j'aurais aussi un préalable pour qu'on puisse initier la pompe pour le recrutement et la formation, c'est que tout le monde ait bien conscience du risque. Et ça, pour les PME, TPE, ETI, si on veut effectivement que ces entreprises investissent dans la cybersécurité, il faut d'abord qu'elles aient conscience du risque. Et ça, c'est quelque chose qu'on porte typiquement au sein de la maison gendarmerie. On a cette chance d'avoir une allonge dans les territoires avec beaucoup de brigades territoriales un peu partout. Moi, j'ai 9000 cyber-enquêteurs qui portent ce message de sensibilisation. Ça se traduit par des entretiens avec des chefs d'entreprise. Ces entretiens, ils durent 1 heure. L'idée, c'est de les sensibiliser au risque. C'est de leur donner aussi, en lien bien sûr avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, cybernaviance.gouv.fr, des informations qui permettent de leur prendre des mesures d'atténuation de ces risques, mais d'abord avoir conscience du risque de façon à ce que toutes ces entreprises puissent investir dans la cybersécurité de leurs propres données qui sont sensibles, ne serait-ce que pour leur propre activité ou tout simplement parce que ce sont des données qui sont personnelles et stockées dans leur système d'information. Alors évidemment, moi je pense qu'il y aura des questions à venir sur la façon dont on le fait véritablement et puis la façon aussi dont nous on s'engage à gendarmerie côté pour tout ce qui est recrutement, accompagnement, etc. Mais peut-être que sur cette question de Lionel, Guillaume, tu souhaites prendre la parole ? Non. Tout a été dit et je rejoins tout ce qui a été dit. Comment est-ce que les entreprises se protègent ? Je suis tout à fait d'accord, il faut déjà prendre conscience du risque et malheureusement aujourd'hui, les gens n'ont pas conscience du risque. On rencontre encore énormément d'entreprises, de collectivités territoriales, de toute taille, qui disent « je ne suis pas concerné ». Quand elles se posent la question, le plus souvent elles ne se posent pas la question, et quand finalement elles se posent la question, elles se disent « je suis trop petit, j'intéresse personne, je ne suis pas concerné ». Nous, ce qu'on constate, c'est que le risque est réel. Le risque numérique est une réalité. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une hypothèse statistique, c'est une réalité. Tous les jours, des attaques sont menées. Ensuite, il faut bien comprendre que ce n'est pas la taille de la collectivité ou de l'entreprise qui est intéressante. Les attaquants ne visent pas spécifiquement une entreprise dédiée, ça peut arriver, on appelle ça de la chasse à la baleine, et ils ont pris une entreprise en vue, et ensuite ils vont courir après pour essayer de l'attraper parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent, de la donnée à récupérer, mais la majorité des attaques sont aveugles et industrialisées. Ils veulent simplement pirater des machines. Donc ils ne cherchent pas une entreprise, une collectivité, ils voient des machines. Et dans ces machines, elles sont connectées à Internet, elles sont visibles depuis l'extérieur, donc ils les voient. Et il y a des outils qui existent, gratuits, on pourrait citer Shodan, vous irez faire un tour. C'est un outil qui permet de monitorer toutes les machines qui existent et qui sont ouvertes sur Internet. Une fois qu'ils les ont vues, ils vont essayer de rentrer, tout simplement. Et ils vont essayer de tester. On avait l'habitude de dire il y a 2 types d'entreprises, celles qui sont attaquées et celles qui ne le savent pas. Après, on a commencé à dire, c'est encore le discours qu'on entend, la question c'est plus de savoir si je vais être attaqué, mais quand. Alors qu'en fait, si on regarde bien, même vous en tant que particulier, les entreprises sont attaquées en permanence. Les machines sont attaquées H24 en permanence avec des tentatives permanentes de scripts automatisés qui essaient de rentrer et qui à un moment vont rentrer. Donc aujourd'hui, la question de la défense ne devrait plus se poser. On devrait aujourd'hui tous être éclairés sur le risque numérique qui est un risque réel, qui est un risque immédiat. La vraie solution, c'est de se protéger, il y a plein de manières de le faire. Et la vraie question qui est sous-jacente derrière, c'est quel est mon niveau de préparation ? Donc je suis d'accord, il faut se préparer, parce que statistiquement, le risque zéro n'existe pas. À un moment, ça va rentrer. Donc quand ça va rentrer, il faut pouvoir être prêt à réagir immédiatement pour gérer la crise. Il faut ensuite être prêt à reprendre une activité normale. Il y a des statistiques qui sont parues. Plus de 60% des entreprises qui ont subi une attaque informatique mettent la clé sous la porte dans les 6 mois. C'est pas tellement l'attaque qui leur a fait du mal, c'est le fait qu'elles n'ont pas su gérer l'après, qu'elles n'ont pas su gérer ni la crise ni la reprise d'activité. Donc j'utilise en général 3 mots, parce que le risque passe par l'humain, essentiellement. C'est le clic malheureux, c'est la mauvaise configuration de la machine, c'est une machine qu'on a oublié de décommissionner, qu'on a oublié de couper, qui était vulnérable et qu'on a abandonnée dans un coin, mais elle est toujours là et elle a été vue. Donc ça passe par l'humain. Donc moi j'utilise 3 mots simples, c'est former les utilisateurs,
informer en continu les utilisateurs des modes opératoires et les entraîner. L'entraînement, c'est essentiel. Depuis qu'on est tout petit, tous ici, on nous entraîne à évacuer un immeuble dès qu'il y a une alarme qui retentit pour des exercices incendie. Vous avez ça au moins une fois par an. Il faut qu'en matière numérique, on ait exactement la même chose et que le jour où ça tombe, les utilisateurs sachent exactement quoi faire, ne paniquent pas et que derrière, il y a un plan à la fois de gestion de crise et un plan de reprise d'activité. Voilà. La défense en soi ne devrait plus être une question. La vraie question aujourd'hui, c'est quel est votre niveau de préparation. Et c'est vraiment le seul moyen que vous aurez de sauver votre entreprise, de sauver votre activité. Oh. Là, comme on parle d'entreprise, forcément, je prends le micro, je le garde. Alors, la Chambre de commerce, c'est la maison des entreprises, des entrepreneurs. C'est une très honorable institution qui a été créée il y a très très nombreuses années. Et on est, la Chambre de commerce, un peu le dernier, on utilise souvent ce terme, c'est le dernier kilomètre. Là, c'est le dernier kilomètre pour mettre en œuvre des politiques publiques au niveau économique. Donc, bien évidemment, tout ce qui est sensibilisation pour les entreprises sur ce risque cyber, on commence, alors on pourra dire qu'on n'en fait jamais suffisamment. On a déjà fait un atelier en septembre. Il y a un très bon article qui est passé dans Réussir en Essonne pour le mois de septembre. Une petite parenthèse, puisqu'on parle également de formation, la Chambre de commerce d'Île-de-France, c'est 42 000 personnes formées. C'est 350 formations qui vont du CAP au doctorat. Et j'ai aussi découvert qu'il y avait dans le Giron, là c'est la CCI Seine-et-Marne par exemple, qu'il y avait notamment une école d'ingénieurs qui formait, qui avait des modules la cybersécurité. En Essonne, on a un programme pour former, c'est sur une journée, sur le risque, sur la cybersécurité. Donc là, bien évidemment, c'est aussi bien pour les chefs d'entreprise que les salariés, une sensibilisation, et puis déjà un premier niveau assez poussé sur une journée, donc ça prend pas beaucoup de temps, sur les bonnes pratiques en matière d'informatique pour préserver ces entreprises. Vous le disiez justement, ce qu'il faut avant tout, c'est la prévention. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler pour sensibiliser tout le monde, que ce soit des salariés, les personnes privées, mais aussi les entreprises. Parce que par exemple, il y a la loi, je ne sais pas si vous allez en parler, la loi LOPMI, qui a un petit peu évolué justement sur qu'est-ce qu'on fait quand on a une rançon et que les rançonneurs, c'est peut-être quelque chose que vous allez aborder plus tard, mais ça c'est mon côté courtier en assurance. Ce qu'il faut, c'est avant tout, de toute façon, la prévention et mettre tous les systèmes en interne pour essayer d'éviter de dépendre des hackers. Voilà. Tout à fait, entièrement en phase. Alors on va peut-être pas parler de la loi LOPMI. Pauline et Selima, vous souhaitez réagir également? Oui, concernant les entreprises, mais aussi la population, sur le risque et la sensibilisation, faut savoir qu'il y a à peu près 50% de la population européenne qui dit avoir juste les compétences de base. Donc ce qui s'est développé, c'est des formations sur comment utiliser Outlook, Word, Microsoft. Donc ça, on a trouvé. Moi, ma petite PME, elle s'est fait attaquer il n'y a pas très longtemps. Et du coup, on s'est dit, on va former les salariés. Et on a cherché une formation, je vous ai dit, on est basé à Bruxelles, donc en Belgique. On n'a pas trouvé. Donc, on a dit, ok, on va en faire une en France. Bon, alors, il nous fallait quelqu'un qui parlait anglais. Donc déjà, ça a réduit la liste. Et ensuite, on l'a fait donc à distance et on s'est aperçu qu'il fallait vraiment vulgariser les choses. Parce qu'en fait, je pense que vous avez tous parents, grands-parents, etc. Le mot de passe, c'est la date de naissance. Combien il y en a qui ont craqué le mot de passe de leurs parents en 2 minutes et demie? Parce que c'est très très facile. Et c'est dommage qu'on n'ait pas ces alertes, justement, comme on a des spots publicitaires gouvernementaux, etc., pour dire, mais déjà, la base, changez ça. On n'en est pas à vulgariser le vocabulaire cybersécurité. Alors déjà, cybersécurité, ça fait peur à 3/4 des gens, quand même. C'est pas un gros mot non plus. Numérique, ils en sont à peu près intelligence artificielle, et là, c'est la panique à bord. Donc, il faut déjà qu'on arrive à vulgariser les choses. À l'époque, ils savaient ce que c'était un antivirus. On met sur l'ordinateur l'antivirus, et comme ça, j'ai plus de virus. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Et il faut aussi faire passer ce message de simplification, je pense.
Je suis totalement d'accord. En fait, il faut parler simplement. La cyber, en fait, ça concerne tout le monde. On peut appeler ça sécurité numérique, hygiène, enfin comme vous voulez. De toute manière, les hackers, ils prennent le biais le plus simple, c'est-à-dire l'être humain est feignant. Donc vous allez utiliser le même mot de passe. Donc Facebook va servir à d'autres connexions et ainsi de suite. Parce que sur un moment, on n'a plus envie de réfléchir. Et ça, ce sont autant de failles potentielles, de possibilités. Et également, ils vont faire ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. C'est-à-dire regarder tout ce que vous laissez également comme trace et comme ouverture sur les réseaux. Et vous avez énormément de personnes qui sont payées pour ça, et vraiment pour aller au plus facile et au plus rapide. Donc le but, c'est un petit peu comme une porte blindée. De toute manière, si quelqu'un veut rentrer, il rentrera, et donc c'est juste lui faire perdre le temps le plus possible, le plus longtemps possible pour qu'il passe ailleurs, en attendant qu'il aille trop loin et qu'il se fasse arrêter le cas échéant. Voilà. Tout à fait, merci Séverine, et tu parlais des réseaux sociaux, on met tous nos données personnelles dessus, donc moi je vous encourage, si vous êtes par exemple en profil public sur Instagram, déjà à passer en profil privé. C'est déjà une des bases pour réduire un petit peu le risque. Salima, tu voulais également réagir? Je voulais intervenir aussi, puisqu'on parlait d'entités qui étaient ciblées. Alors, je représente l'éducation nationale. Donc, à l'éducation nationale, on a des personnels qui sont formés. En l'occurrence, je suis formatrice académique en gestion de crise pour tous les cadres de l'éducation nationale. Et donc, on sensibilise les chefs d'établissement et les enseignants. Et surtout, puisque nous représentons la jeunesse aujourd'hui, les élèves. Les établissements sont souvent victimes, les élèves sont souvent victimes de harcèlement via justement toutes ces plateformes que vous étiez en train d'évoquer. Et ça commence au collège, ça commence même avant. Et puisqu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, il est essentiel de rappeler aussi justement tout ce que vous disiez tout à l'heure. Et ça commence au collège, on sensibilise grâce à nos partenaires, puisque nous sommes en partenariat avec la gendarmerie, la police et d'autres entreprises qui interviennent dans l'établissement. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, pour ne pas la citer, l'entreprise Orange est venue dans l'établissement pour sensibiliser tous les élèves de 6e, justement au danger du numérique. Et c'est très important que l'éducation nationale ouvre la porte aux entreprises. Nous sommes aussi en partenariat avec la CCI de l'Essonne, justement pour pallier à toutes ces difficultés. Je profite du fait qu'il y ait beaucoup de jeunes dans la salle aussi, pour qu'ils en prennent conscience aussi. Et je me tourne aussi vers les intervenants qui sont là, pour les remercier aussi, parce qu'on fait souvent appel à vous, et c'est une aide précieuse pour nous. Merci beaucoup, et justement on va continuer. Tu as fait une bonne transition, et vous l'avez tous dit, il faut se former, il faut faire de la sensibilisation. Donc aujourd'hui, quelles sont les raisons du manque de ressources en cybersécurité en France? Alors on parle cybersécurité, alors je sais que dans l'aérien on dit cybersureté parce que c'est plus large et ça fait peut-être moins peur de parler de cybersureté que de cybersécurité, mais voilà, quelles sont les raisons de ce manque de ressources? Pauline, tu veux peut-être commencer. Au-delà du fait que le sujet est abstrait, donc déjà numérique ça faisait peur, donc cyber on était loin. On a pris un peu trop tard la transition digitale, on va dire. Et ça s'est accumulé parce que du coup on a eu un manque d'écoles, parce que personne ne faisait ces formations-là, et un manque de formateurs. Parce que si je vous donne un exemple tout simple dans un autre secteur, il y a 4 ans en arrière, les écoles de mécanique, on avait 2 formateurs qui étaient capables de changer des batteries sur des voitures électriques. Pour toute la France. Donc, ce problème-là, on l'a tout de suite retrouvé aussi en cybersécurité. Et maintenant, c'est en train de se développer. Mais c'est pareil, c'est dur de recruter et les professeurs, je pense que vous en parlerez mieux que moi, et aussi d'attirer les jeunes, parce qu'ils ne sont pas obligés d'aller tous en cybersécurité, de savoir ce que c'est. Et je pense que tout le panel est là pour ça, pour dire quelles sont les opportunités. En tout cas, aujourd'hui, on a à peu près 9 millions de spécialistes en Europe sur le numérique en entier. Et il nous en faut 20 millions, on sait qu'on n'y arrivera pas encore.
Moi, je compléterais ce que j'ai la chance sur la gestion de mes événements d'avoir en fait une multitude d'acteurs aujourd'hui en cyber avec lesquels j'échange sur leurs problématiques d'emploi, de recrutement, de visibilité. Je pense qu'un des premiers sujets du pourquoi on a des problématiques de recrutement qui remontent à chaque fois, c'est qu'il y a une méconnaissance en fait de tous les métiers qui existent derrière. Parce que quand on parle de cyber, on ne parle pas que de technique comme on le disait tout à l'heure, on parle de personnes qui vont faire de la vente sur des métiers de la cybersécurité, il y a des personnes qui vont faire de la légalisation sur les sujets de data, sur toutes les possibilités en fait qu'il y a derrière, et il y a un nombre de métiers énormes en fait de disponibles qui sont méconnus du public, qui sont méconnus de vous, et c'est là aussi où sur des événements comme aujourd'hui ou comme d'autres, il y en a plein aujourd'hui en France où vous avez la possibilité d'échanger avec des entreprises, d'échanger avec des organismes via du recrutement, via des événements sur les femmes. Nous on en a 3, on a un forum cybersécurité qui est dans un mois pour toute la partie recrutement, on a le Women in Cyber avec le CEF6 et Women for Cyber pour tout ce qui est autour de l'emploi, sur la diversification, faire connaître en tout cas les différents types de profils qu'il y a derrière. On a un nouvel événement en 2024 qui va arriver sur le Cyber Show Paris, plutôt tourné business, où on va parler de formation, on va parler de formation continue, formation pour les entreprises, on va parler de tous ces sujets-là. Et je sais que c'est une des thématiques de cet après-midi sur le fait d'oser. Ces événements-là, comme aujourd'hui, ils sont là pour que vous osiez aller découvrir ces métiers. Vous alliez découvrir en fait ce qui est possible pour vous, vers là où vous pouvez vous former, comment vous pouvez vous sécuriser, bien sûr avec tous les sujets qu'on a déjà discutés, mais vraiment aller voir en fait ce qui existe. Et c'est ça qui va nous permettre de déjà corriger un tout petit peu, en tout cas, le fait qu'on a un manque d'effectifs. Alors il y a des milliers de possibilités différentes, il n'y a pas que celle-ci, mais je pense que c'est en tout cas une principale de la méconnaissance de ce type de profil. Johan, tu voulais réagir ? Oui, je pense qu'effectivement, je vais rapidement compléter sur le fait qu'il faut oser, ce sera un des sujets transversaux de la journée du coup, mais moi j'encourage tout le monde ici effectivement à s'intéresser et à sortir un peu des idées préconçues. On a parlé de geek, etc. Vraiment, la cyber, c'est vraiment pas que ça, loin de là, voilà, ça c'est sûr. Pour connaître aussi pas mal du coup les métiers du numérique en général, moi je vous invite aussi à sortir du tout code, parce que tout le monde veut faire du code, et il n'y a pas non plus tant que ça de boulot aujourd'hui dans le code, notamment à des niveaux Bac+2, voilà. Donc je vous invite à élargir vos chakras si vous voulez bosser dans le numérique, hein. Il n'y a pas que l'UX/UI, il n'y a pas que... Voilà, la cyber, c'est au-delà d'un choix raisonnable, parce que tout le monde va penser que oui, effectivement, c'est un choix un petit peu qui me permet d'aller vers des métiers bien rémunérés, tout ça. Ça, c'est une super source de motivation, mais je vous assure qu'il n'y a pas que ça, quoi. Et nous, on travaille avec plein d'entreprises partenaires qui nous donnent ce qu'on appelle des use cases, donc des cas concrets de situations qu'ils rencontrent au quotidien. C'est hyper intéressant, vraiment hyper intéressant. Donc si vous voulez bosser dans la tech, j'invite tout le monde à ouvrir ses chakras. Mais j'insisterai surtout, moi, pour répondre à la question, je pense qu'il y a un sujet aussi d'offre de formation. Ça a un peu été évoqué. Donc déjà, se former tout au long de la vie, ça, pareil, je vous invite vraiment toutes et tous à l'avoir en tête, quel que soit le métier vers lequel vous voulez aller. Si vous ajoutez un petit badge en cyber, ça peut être très concret, hein, d'ajouter un badge. Il y a des badges qui existent, je peux en citer. Il y a Pix, etc. Enfin, il y en a plusieurs. Try Hack Me, je vais vous donner cet outil-là, par exemple. Si vous voulez travailler dans n'importe quel domaine, dire, bah voilà, moi je me suis un peu auto-formé à la cyber, en termes d'employabilité, comme on dit, donc de chance de trouver un travail, ça peut vraiment vous aider. Donc ça, comptez un peu sur vous-même pour vous former tout au long de la vie, mais nous, école, il faut qu'on progresse sur l'offre qu'on peut vous apporter par rapport à ça. Mais en tout cas, si vous voulez aller vraiment dans les métiers techniques de la cyber, nous, on a aussi un sujet d'ouvrir des formations qui débouchent à des niveaux, par exemple, Bac+3, et pas uniquement Bac+5. On dit, voilà, il n'y a pas besoin forcément que des ingénieurs, mais oui, mais si aujourd'hui vous regardez formation cybersécurité, il n'y a pas tant de ça de formations qui existent à Bac+3. Je vais vous donner vraiment l'exemple, nous, de ce qu'on a fait chez Simplon. On s'est adossé sur notre partenaire historique depuis 5 ans. On travaille avec Microsoft sur tout un tas de métiers émergents. Donc à l'époque, c'était l'IAN, les premières écoles qu'on a faites avec eux. Ensuite, on a été dans le cloud, et la dernière école qu'on a en partenariat avec Microsoft, c'est l'école cyber. Donc en Ile-de-France, on a fait les pilotes. Donc moi, j'en suis à la 3e promo là, qui va ouvrir. Ça ferme ce soir les candidatures. Je dis ça comme ça, donc si vous voulez candidater, allez-y. Comment on fonctionne avec Microsoft? En fait, on a conçu un programme qui permet d'atteindre un diplôme qui existe, qui est un diplôme de l'État, qui s'appelle administratrice d'infrastructures sécurisées. C'est un diplôme de l'État français, qui est à niveau Bac+3. Et en fait, on se sert de ce diplôme-là pour préparer à des usages qui sont vraiment rencontrés dans les entreprises. Et ça a été un petit peu dit, nous, notre but, c'est de former des gens qui soient opérationnels. Et donc, le nom du métier
qu'on a adossé à cette formation, c'est opérateur de sécurité. Voilà. Et ça, moi, je vous invite vraiment aussi à l'avoir en tête. C'est si vous ne voulez pas aller jusqu'à des niveaux Bac plus 5, vous pouvez vous former aujourd'hui à des niveaux Bac plus 3. Nous, on est un exemple, il y en a quand même d'autres, il n'y en a pas tant que ça. Mais surtout, il faut vraiment vous dire, moi, je vais essayer d'être vraiment très concret dans ce que je vais chercher à faire en école. Par exemple, il faut pour moi forcément passer par l'alternance. C'est obligatoire. Parce que comme ça vous permet d'atteindre un Bac plus 3, mais avec déjà une première expérience en entreprise. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin là, mais vraiment pour moi, il y a un sujet d'offre. Étudiez bien les offres de formation vers lesquelles vous souhaitez aller. Et peut-être que je pourrais approfondir plus tard. Merci Yann. J'ajouterai simplement quelques mots. Sachez aussi que pour répondre à cette demande, on est très sollicité par les partenaires académiques, typiquement les universités, les écoles d'ingénieurs. On intervient énormément, alors nous gendarmes comme nos camarades policiers, on intervient sur des modules qui sont spécifiques à la cybercriminalité, certes, néanmoins sur des profils qui sont très divers et variés. Là typiquement, dans les prochaines, je crois que c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines, j'interviens à Paris-Saclay, université au profit des étudiants de santé, qui eux aussi ont des besoins, donc c'est pas spécifique cyber, mais qui ont des besoins sur des questions de cybersécurité. Donc il y a une véritable prise de conscience et je trouve ça très intéressant. Sachez également qu'on est présent sur des conseils de perfectionnement, c'est-à-dire que nous, notre besoin métier, on essaie de le présenter aux partenaires académiques de façon à ce que la réponse du partenaire académique soit la plus adaptée à notre besoin métier, nous en aval, donc très intéressant aussi. Et j'avais un autre point que j'avais à l'esprit que je n'ai plus en tête. Si on intervient aussi beaucoup, sachez-le, en proposition de projets tutorés, de façon à ce que, là aussi, avec nos partenaires académiques, quels qu'ils soient, je vous ai dit université, école d'ingénieur, les différents niveaux tels que tu le présentais tout à l'heure, un Bac plus 3, Bac plus 5, peu importe. L'idée, c'est d'avoir du concret, que les élèves puissent travailler sur du concret, de façon à ce qu'ils aient une véritable idée de ce que pourra être leur métier demain, et qu'ils soient directement employables. Merci beaucoup. Le temps tourne, on a commencé... voilà, donc on va peut-être un peu... accélérer. Du coup, voilà, on parlait notamment des pouvoirs publics, des écoles, etc. Donc, comment les pouvoirs publics contribuent-ils à renforcer la cybersécurité dans les PME et ETI et TPE? Je ne sais pas... Pierre va commencer à en parler, mais peut-être... moi, ce que je voudrais peut-être ajouter, qui va être complémentaire, pourquoi il y a une pénurie aussi? On a rendu ça inaccessible. On a voulu en faire quelque chose de particulier, avec des représentations dignes des séries américaines, dans la cyber, etc., avec des profils particuliers. Et donc, on s'est nous-mêmes enfermés dans quelque chose, en faisant quelque chose de très spécifique. Comme tu le disais, on a perdu 10 ans, de toute manière, de transfert. Ce qu'il faut savoir, la cyber, on met cyber, mais il faut mieux mettre peut-être numérique, et moi je pense que c'est vraiment ça, parce que la cyber fait partie d'une partie. Donc, on l'a dit tous, il y a énormément de métiers. Donc il n'y a pas de geek à capuche, il y a du juridique, de la vente, du consulting, etc., de l'événementiel. Et donc la cyber maintenant et la problématique de risque d'attaque concerne tout le monde. Vous, en tant qu'étudiant ou collégien, parce que, et après quand vous allez travailler, parce que vous allez être la cible par laquelle peut-être va arriver une attaque dont la finalité sera votre entreprise, avec tous les risques qui sont inhérents. La structure qui mettra la clé sous la porte, parce que c'est même pire, c'est 9 sur 10 petites entreprises, elles ne s'en remettront pas. Donc en attendant qu'on trouve d'autres systèmes, vous avez aussi un rôle à jouer. Et donc, il faut vraiment, comme tu le disais aussi, vous former. Il y a plein de formations gratuites sur Internet pour déjà avoir un vernis ou autre. Et ça, c'est quelque chose qui doit motiver toute votre carrière, tout au long de votre vie. Et ne vous laissez pas enfermer dans quelque chose qu'on avait décidé pour vous. Aujourd'hui, on va former un certain nombre de conseillers d'orientation au campus cyber, donc avec différentes associations féminines, parce que si les conseillers d'orientation continuent à orienter, j'espère qu'il n'y en a pas là, à orienter les étudiants, les collégiens, les lycéens vers des formations justes parce qu'ils savent parler que de ça, ça sert à rien. En fait, ça va intéresser personne, et on va mettre sur des voies de garage des jeunes qui vont avoir des expériences et des profils qui pourraient être utiles dans ce qui nous manque. Aujourd'hui,
dans la cyber, dans la sécurité, dans le numérique, il y a énormément besoin d'emplois. Donc vous aurez un emploi en plus rémunérateur, en plus visible ou autre. Et ce que je voudrais dire aux jeunes filles, c'est que tous ces métiers qui sont en cyber ou autre, du moment où ça devient attractif, ça se masculinise. Donc, moi je dis qu'il faut de la place pour les femmes. On va y venir. On va y venir. Du coup, juste peut-être rapidement sur les pouvoirs publics, si vous voulez intervenir rapidement. Alors, les pouvoirs publics, bon là je vais parler au titre de la Chambre de commerce. J'avais commencé un petit peu à parler de la loi. Alors, l'OPMI, c'est la loi sur le. Bon, c'est sur. Concerne le ministère d'Intérieur. Ça dit quoi? C'était par rapport à cette problématique de rançon quand il y avait des problèmes de cybersécurité. Oui, et donc, c'est un biais détourné pour obliger les entreprises à déposer plainte dans les 72 heures parce qu'on a aussi cette problématique. C'est qu'il n'y a pas de statistiques véritablement pour pouvoir mesurer l'impact des problèmes de cybercriminalité, de cybersécurité en France. Donc il y avait cette obligation. Alors que font les pouvoirs publics pour répondre à votre question? On travaille de plus en plus avec notamment l'ANSSI, vraiment pour sensibiliser les entreprises. Il y a peut-être des choses, alors je ne veux pas en parler tout de suite tant que ce n'est pas encore officiel. Pour aider et travailler énormément autour de la prévention pour les entreprises, parce que c'est le point qui est hyper important. Alors on parle de cybersécurité, moi je voudrais très rapidement ouvrir un petit peu le champ. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de cybersécurité? Parce que derrière, alors on peut tous se retrouver avec l'informatique de chiffrer, d'accord? Mais derrière, il peut y avoir aussi des intrusions dans le système d'information de l'entreprise et pour modifier et arriver sur des problématiques de fraude. C'est qu'il n'y a pas que le chiffrement. Les principaux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en entreprise, c'est de la fraude interne. C'est on fait changer un RIB de fournisseur et il y a toute taille d'entreprise. Et là, on se retrouve, on a eu un cas, je tairai le nom de l'entreprise, une assez jolie PME en Essonne et qui a failli se voir évaporer plus de 200 000 €. Ça a été rattrapé par les cheveux, mais in extremis. Et ça, c'est aussi la réalité. Oui, c'est de la sensibilisation au maximum. Tout à fait. Et puis la cyber, comme on dit, c'est très large, donc ça va vraiment du hacking à l'antifraude. Du coup, justement, on parle de sensibilisation, de formation, d'événementiel. Du coup, en quoi les événements ont-ils la possibilité d'influer sur l'écosystème et ses différents besoins sur ces métiers qui font du marketing au consulting, au hacking? Concrètement, les événements, c'est un peu le miroir de l'écosystème en fait. Parce que sur un événement, on va y retrouver les pouvoirs publics, on va y retrouver les institutionnels, les associations, les écoles. On va y retrouver en fait, on va être le miroir de ce qui se fait aujourd'hui dans l'écosystème cyber en manière générale. Et on va, grâce à des événements, pouvoir influer. J'en ai cité 3 tout à l'heure. Nous, on va pouvoir influer sur de l'emploi, sur du recrutement. On a pratiquement 3000 candidats qui viennent sur notre événement chaque année pour la partie recrutement en cyber, ce qui est assez énorme, mais derrière nous on a une 60aine d'entreprises avec lesquelles on travaille, on a 80 écoles dans toute la France avec lesquelles on bosse pour faire en sorte d'avoir un vivier de candidats qui évolue chaque année, et donc de pouvoir en fait amener ce vivier, quand on parle de pénurie, d'avoir toujours un vivier qui continue d'augmenter pour que ça réponde aux différents besoins des entreprises. Maintenant, on a en fait, nous, notre mot à on a notre mot à dire dans le sens où on veut faire en sorte de mettre tout le monde autour de la table. On veut que tout le monde puisse échanger, puisse sur un événement, que ce soit du recrutement, du business, que ce soit sur des rendez-vous qualifiés, sur la partie dédiée aux femmes, pour faire en sorte de les démocratiser, c'est de dire à un moment donné, on veut avoir des moments privilégiés et faire en sorte que les gens se rencontrent, échangent, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, que ce soit entre entreprises, que ce soit pour faire du business, parce que bien sûr c'est aussi le cas de ce type d'événement, mais de pouvoir en fait développer toute cette partie-là. Nous, on est plutôt fédérateurs de tous ces acteurs pour faire en sorte que ça amène de la lumière sur un sujet qui peut être méconnu. Alors je suis pas le seul, hein, il y a plein d'organisateurs d'événements et en France on en a énormément qui sont visibles sur des gros, si vous les connaissez pas, vous avez le FIC qui est très connu aujourd'hui en France, où vous allez avoir la possibilité d'échanger avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entreprises. On en a dans toutes les régions de France aujourd'hui qui existent et qui sont en train de se développer pour en fait amener
le contenu et la visibilité de cet écosystème au plus près des différents territoires, au plus près des départements et des régions, afin de montrer réellement la réalité de l'écosystème, que ce soit sur tous les aspects qui existent aujourd'hui, le recrutement, le business, l'emploi, la sensibilisation pour les femmes, mais pas que pour les femmes, il y a aussi des hommes qui ne vont pas aller sur la cybersécurité parce que la cybersécurité, ils le voient comme un gros mot ou comme un mot, on n'a pas envie d'y aller parce que voilà, si, c'est accessible à tout le monde, et c'est ça aussi l'événement. Salima, tu voulais réagir? Rapidement. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, parce que justement c'est intéressant quand vous parlez de l'offre de formation et de toucher tous les acteurs. Et au titre de l'éducation nationale, il faut savoir que depuis l'année dernière, le ministre de l'Éducation nationale, on a travaillé sur l'orientation, le parcours à venir de l'enfant, et l'orientation elle commence en 5e, c'est ce qu'on appelle le parcours à venir enrichi des élèves, et à ce titre on organise dans les établissements, les collèges et lycées, des forums des métiers. Alors organiser un forum des métiers pour organiser un forum de métiers, je tiens à dire, ce n'est pas intéressant si ce n'est pas préparé en amont. Donc effectivement, n'hésitez pas, vous, entreprises, à contacter les chefs d'établissement, parce que les élèves dès la 5e sont sensibilisés à tous ces enjeux, et c'est un parcours qu'ils doivent construire petit à petit de la 5e à leurs futures études, et c'est vraiment important qu'ils soient au contact des entreprises. Nous, on l'a fait au Collège Albert Camus avec 30 entreprises l'année dernière, et je remercie justement à tous les partenaires institutionnels, puisqu'on a toujours la gendarmerie, l'armée, les entreprises qui viennent, et n'hésitez pas, la 5e, c'est pas trop tôt, c'est justement là que ça commence. Merci. Juste un petit point, on parlait d'accessibilité. Parfois, l'accessibilité, c'est aussi une accessibilité pécuniaire. Typiquement, c'est une offre qu'on fait. C'est vrai dans les armées, c'est vrai pour la gendarmerie. On a désormais mis en place une allocation financière spécifique de formation. C'est quoi? C'est 15 000 € qui est donné à un étudiant. Cet étudiant qui s'engage à devenir officier sous contrat de la gendarmerie nationale, mais sur un diplôme qui nous intéresse et sur lequel on le positionne. Et les conditions, il n'y a pas de conditions de ressources, il n'y a pas ce n'est pas lié non plus, c'est complémentaire aux bourses pour les ayants droit. Donc c'est 15 000 € et plutôt intéressant pour quelqu'un qui veut se lancer dans la matière, sur du bac plus 3 ou du bac plus 5, peu importe. L'idée c'est de présenter un intérêt pour nous, gendarmerie. Vous pouvez effectivement avoir toutes les informations sur la gendarmerie recrute, notre site internet, toutes les informations sont listées. Mais voilà, en termes d'accessibilité, ça existe aussi. Merci beaucoup. Et du coup, justement, on parlait des femmes dans la cybersécurité. Donc, quelles sont les opportunités aujourd'hui pour les femmes dans ce domaine en France, et comment encourager davantage les femmes à poursuivre des carrières dans ce secteur? Ce que je vais dire va engager que moi. Oui, ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est que quand un métier devient attractif, très attractif, il se masculinise. En fait, les femmes, les mathématiciennes, on parlait de codage ou autre, pendant très longtemps, jusque dans les années 60, c'était des femmes, où que ce soit. Et en fait, ça a changé vers les années 80, 90, parce que justement, la filière devenait attractive. Alors, du coup, on a commencé à changer les noms des postes, pour les rendre un peu plus ronflants. On a commencé à fermer pour faire l'entre-soi, etc. Et on arrive justement à la situation qu'on connaît aujourd'hui où ça ne nous paraît pas accessible. Et donc ce que l'on veut montrer, ce sont des parcours de vie, des parcours de choix, des parcours, des rôles modèles, des parcours inspirants, que ça soit homme ou femme d'ailleurs, même si... et surtout... même dans le recrutement et dans la rédaction des annonces. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a, même si déjà des femmes veulent se diriger vers des études techniques, elles ne continuent pas forcément, parce qu'elles ont le mythe de la prépa, etc. D'où l'importance aussi d'avoir des formations qui soient complètement différentes et plus abouties, et plutôt que d'avoir, même s'il en faut, pour certains postes, cocher toutes les cases et chercher le fameux mouton à 5 pattes, on prend un 3 pattes et on va l'amener à 5. Donc du coup, en effet, les initiatives peuvent être intéressantes. Et surtout, dans la cyber, c'est plein de métiers différents. On en parlait, pas que des métiers techniques. Et du coup, les femmes doivent oser, parce que souvent, elles ne vont pas oser. Quand on va parler de talent, déjà, ça ne va pas parler une femme. Parce qu'elle ne va pas s'identifier à ça naturellement, parce qu'on lui a toujours appris de rester un petit peu en retrait, etc., de ne pas se mettre en avant. Donc ça, il faut que ça change. Il faut que ça change, et surtout, comme on le disait, il faut oser.
osez se tromper, osez y aller. Si une porte se ferme, c'est pas grave, il y en aura une autre qui s'ouvrira. Si vous n'avez pas 100% ou 110% des compétences, vous n'en avez que 60%, ben c'est pas grave, vous y allez quand même. Et c'est à force d'enfoncer les portes en fait que vous allez pouvoir vous prouver et découvrir ce dont vous êtes capable. Aujourd'hui, vous ne le savez pas forcément. Vous avez peut-être aussi une vision parfois un petit peu déformée et tronquée parce que et on a toujours été dans le consensus en faisant attention à ce que l'on dit, à ce que l'on vous dit aussi pour pas perturber les choses. Mais en fait, la réalité, elle est tout autre. Donc voilà, il y a plein de métiers. Allez-y, tentez et surtout, comme on le disait, il y a des postes à pourvoir. C'est très rémunérateur et on ne peut pas se couper bien évidemment de 50% de la population, il n'y a pas de raison. Et je rajouterais même, au-delà de ça, et pas pour faire le parallèle femme ou autre, ça permet aussi, cette pénurie d'emploi va permettre aussi l'accessibilité à des postes, à des personnes qui étaient vraiment très éloignées autour du handicap. On connaît tous les profils du spectre autistique et en fait ces personnes ont des choses en plus. Donc à apporter qu'on ne va pas trouver dans des profils dits classiques, mais qui seront complémentaires. Merci Séverine. Alors Olivier rapidement, puis Pauline, puis Yoann, parce qu'on arrive sur la fin de la conférence. Pas de souci. J'ai juste une phrase que moi m'avait marqué lors de notre événement l'année dernière, qui était un ancien général, qui nous avait dit aujourd'hui, quand on parle de femmes dans la cybersécurité, mais en fait, on ne parle pas de femmes dans la cybersécurité. On parle justement de talent en cybersécurité, qu'on soit une femme ou un homme. Et je m'excuse du terme, on s'en fiche, je vais pas aller plus loin, on s'en fiche royalement. En fait, les personnes aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de talent, d'où ils viennent, qu'on soit un homme, une femme, ça ne fait aucune différence. Et les entreprises le savent, et il faut que vous le sachiez, vous, que vous soyez un homme, une femme, venez, ils attendent que vous. Merci Olivier. Je vais peut-être renforcer un peu ça, mais il n'y a pas de... On va dire, il n'y a pas de cliché, y compris quand on parlait là, des écoles d'ingénieurs. Il y en a, ils vont faire 2 ans d'études après le bac et puis se dire finalement, je vais travailler. Et puis au bout de 3-4 ans, ils vont dire en fait, je vais faire un master et je vais l'avoir ce truc d'ingénieur. Je vais l'avoir le petit titre qu'il faut. Et même qu'il ne faut pas, ou en tout cas, vous allez changer de métier plein de fois. Alors, moi, j'ai que 30 ans, j'en suis au 5e secteur d'activité. Voilà. Je suis passée de la défense à l'artisanat, à l'industrie, au gouvernement. Vous avez la possibilité de faire plein de choses. Et d'autant plus dans ce secteur-là, puisque vous allez travailler pour une entreprise, j'en sais rien, qui va vendre des cafés. Puis finalement, vous allez travailler pour le ministère de la Justice. Et puis demain, vous allez vous dire, en fait, je veux travailler pour Airbus. Donc, il y a énormément d'opportunités. Et par contre, dans les conférences numériques et tout ça, on voit énormément d'hommes. Et des fois, on se dit, mais accueillez-nous un peu, quand même. Au-delà de ça, faites-nous rêver, quand même. Merci Pauline. Yoann, tu voulais réagir peut-être au mot de la fin. Moi, ce sera super rapide. C'est même pour dire, je pense que c'est même au-delà du fait qu'on s'en fiche. Je pense qu'il y a même beaucoup de boîtes aujourd'hui chez qui arriver avec une bonne candidature, bien sûr, en tant que femme, c'est même presque un avantage. Nous, on nous demande concrètement des promos à parité. Et les boîtes recrutent avec nous les personnes conformes. Et ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous êtes une femme et que vous avez une bonne candidature, vous avez même peut-être plus de chances d'être recruté. Et ça, c'est ce que nous, on voit. Merci beaucoup, Yoann. Merci beaucoup à tous. On arrive à la fin de cette conférence. J'espère que ça vous a plu et que vous allez nous rejoindre dans ce secteur passionnant de la cybersécurité. Et je vous souhaite une très bonne journée. Vous avez des questions? Pour illustrer vos propos, en fait, plutôt dans l'aspect geek, mais un peu en contradiction quand même avec la conférence. En fait, nous sommes plusieurs personnes qui sont intéressées par la cybersécurité, voire pour certains très très intéressés, au point d'en arriver à chercher du travail sans avoir de Bac+5, c'est important. Et tous ces gens-là ne trouvent pas. Alors qu'on nous parle, on mise sur des collégiens, qui sont en face de moi, donc la jeune génération, ou la future génération, mais tous ceux qui sont actuellement au chômage en cybersécurité, enfin dans le domaine de l'informatique et qui s'intéressent à la cybersécurité, on ne les connaît pas,
ou on les rejette. Donc j'aimerais savoir dans quel cas, même des gens qui ont des parcours déjà dans l'informatique, moi je suis technicien et administrateur système d'infrastructures sécurisées, j'arrive même pas à trouver dans la cyber. Pourquoi? J'ai pas de bac plus 5. J'en connais qui arpentent la cybersécurité avec des TryHackMe, des RootMe, tout ce que vous voulez dans le monde de la cyber. Limite, ils pourraient être pirates eux-mêmes, ils seraient beaucoup plus forts, ils gagneraient plus d'argent que de vouloir essayer de trouver un travail. Et alors qu'ils touchent le RSA ou les ASS, enfin, le RMI, quoi, des choses comme ça, quoi, les minima sociaux. Et on en arrive à se dire, je peux me faire 5 000 € par mois facilement en piratant des petites entreprises. Pas chercher la grosse entreprise comme on a eu avec l'hôpital de Corbeil, pour rester dans l'Essonne, ou toutes les mairies qu'on voit qui se sont attaquées partout, mais simplement en prenant des petites PME, vous leur demandez 5 000 €, ils vous les donnent. Et c'est triste à dire, mais il n'y a pas que les Russes qui peuvent pirater, il y en a plein, il y a plein de gens qui peuvent pirater. Et si vous ne leur donnez pas leur chance et un emploi, ils peuvent passer dans le côté obscur de la barrière. Et ça, c'est un peu triste. Ouais, c'est la gendarmerie, votre profil m'intéresse. Sous l'angle de la réserve, déjà en première intention, de façon à ce qu'on apprenne à se connaître avec grand plaisir. Et donc, accessoirement, j'ai pas moins de 30 ans. Ouais, mais ça va le faire quand même. Plus. Ça va le faire quand même, c'est pas un sujet. Et il y en a beaucoup qui sont dans mon cas, j'en connais quand même pas mal. Et en fait, c'est soit on nous rejette parce qu'on n'a pas de bac plus 5, c'est bête et méchant. On vous dit, vous n'êtes pas chef de projet, consultant, ingénieur, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas telle compétence, vous n'êtes pas certifié OWASP. C'est très français, hein, rassurez-vous, on connaît surtout les métiers. Je sais bien. Et en effet, la réserve le permet. Alors là, il y a plusieurs types de réserves, hein, qu'elles soient opérationnelles, citoyennes, spécialistes ou autres. Mais en effet, c'est déjà un bon point de départ pour alimenter son réseau, que vous n'avez peut-être pas, pour différentes raisons, et pour avoir un certain nombre d'étapes et vous ouvrir les choses. Par contre, ce que je voudrais faire le parallèle, c'est attention pour les jeunes qui seraient tentés, au-delà d'aller pirater... des trottinettes ou autres, si vous faites ça, vous pouvez être sûr, en revanche, de vous couper de plein d'opportunités derrière. Parce que ça, ce sera un prérequis. Donc voilà, c'est juste, ce sont vos choix, vous les assumez aussi, et il faut que vous en soyez conscient. Parce qu'une erreur que vous pouvez faire, une erreur, ou en tout cas un choix que vous allez prendre, peut avoir une incidence sur tout le reste de votre avenir au niveau professionnel. C'est juste ça. Maintenant, pour la partie dont vous parlez, en effet, c'est une réalité. Les choses changent, pas assez rapidement, mais en tout cas, c'est pas une raison pour continuer à être dans un prisme. Les autres doivent faire parce que j'ai ces compétences-là. On est acteur aussi, même si c'est pas facile. Et en effet, les réserves, qu'elles soient police, gendarmerie ou autres, permettent en tout cas d'augmenter et d'ouvrir ce réseau qui n'est peut-être pas accessible aujourd'hui. Merci beaucoup, très bonne journée. Thank you.